L'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, un objectif pour l'ONU-SIDA et toutes les structures concernées dans la lutte contre la pandémie. Cette stratégie consiste à s'assurer que la mère séropositive ne transmette pas le virus à son bébé, ni au cours de la grossesse, ni pendant l'accouchement, encore moins pendant l'allaitement. La PTME, ses initiales se concentrent autour de la prévention, l'information, le dépistage et en cas de test positif, à l'accès aux antirétroviraux pour une prise en charge systématique. Beaucoup de pays du continent ont atteint cet objectif, mais la RDC est encore à la traîne. À l'occasion de la 33e édition de la journée de lutte contre le sida, Check-up se penche sur la question. Mais d'abord, ce reportage sur les témoignages des femmes vivant avec le VIH-Sida. On se retrouve juste après. Après, le sida demeure une maladie honteuse. Les personnes atteintes ne peuvent l'affirmer par peur d'être victimes de discrimination ou carrément d'être rejetées. 4 décennies de lutte, mais la menace reste encore dominante dans le monde. En RDC, malgré les avancées enregistrées, il y a encore du chemin à parcourir, notamment dans l'élimination de la transmission mère et enfant. De nombreux enfants naissent encore contaminés dans le pays. Une situation causée entre autres par une faible couverture en service de PTME. Sur 17 000 maternités, seuls 5 000 sites organisent la PTME. Blandine est une personne vivant avec le VIH. Âgée de 36 ans, elle est mère de 4 enfants. Elle était au courant de son statut après l'accouchement de son deuxième enfant qui était tout le temps malade. nayebaki te basalaka biso examen ya VIH-Sida te ezalaki na 2007 basalaki biso te ntango mwana botami après 3 mois mwana bandi kochanger akomosa bafièvre na mutu tosalisi ezosila te ti mwana akomi kobelabela titititi ekosalaki o aza tibi bapesi kisi pendant 10 jours ekitaka fièvre mais fièvre nezalaki ya komata nde osala mami na kalembeleme ndenge bayaki kochanger bayaki kosala test ya VIH bayaki kokutana nga na mwana tozatant. Il faut découvrir le problème à partir de 6 mois. À 6 mois déjà, ça qui tard. Je mélange qui m'a belle, na miliki, na maï. Malgré kata qui te dit que ça qui c'est dans quoi qui est à kobima. Les qui déjà tababi na bota kaye na microbe. Tina lelo moi na ko ça 14 ans na zana ya bonne santé azotanga. Aza maïla aza donc ce peut ba biso que non moi no aza na sida okoboya. Le dépistage lors de la consultation prénatale est primordial pour espérer une génération sans sida. Laetitia a, elle, fait sa rencontre avec la maladie à la CPN avant l'accouchement de son 4e fils. Traumatisée, quand les sages-femmes lui ont annoncé son statut, elle avait refusé de prendre des antirétroviraux. Et malheureusement, son enfant est atteint. Pendant que na bota ki liboso statut na na yeba ki ngote bien que na zaki na VIH mais ezala na ngope mona pe bimi na ngote. Aboti pe mwana mibale ya mibale bien ya misatu bien 4e mais ton aboti ya 4e à partir de 7e nde statut nanga e koyebana kena na VIH pendant que na boaki komela bakisi na yeki bota mwana azaki infecté 4 enfants nanga azana 4 ans déjà maintenant atambolité ils en passent ma case kuta na pena ba problème bana msuba tunga comment ya melaka kisi chaque jour ata obela na ete zo mixer ka kisi en tout cas, ça passe. À la maternité de Delvaux, les sages-femmes accompagnent les femmes séropositives dans la prévention de la transmission mère et enfant. Il y a d'autres femmes qui ont des difficultés pour accepter leur statut parce que c'est pour la première fois de dire à quelqu'un vous avez le microbe de VIH. Donc, la femme est un peu émotionnée, elle ne sait pas contrôler. Il y a d'autres femmes qui sont des négligentes. Donc, elle ne prend pas bien les médicaments et puis la charge virale est élevée et puis elle rentre à la maison, elle ne donne pas le bébé le médicament et puis l'enfant est infecté. Mais sur 99% des femmes sont vraiment bien suivies et puis leur bébé n'est pas infecté. Ça capacité na sero ignorant oye bisaye aibi monde wana te monité te ka mono ndo ka ko beta panjo susango comme ils discriminés ce que na to ba famille pauvre ce que lingi mobile ndozwi so lingi mobile to zwa te ko la na projet to zalier le HPP ba kisi mingi za moko somba ba examen même surtout ça na mbongo
Supposons nga mobala abandonner à cause de sérologie. Bien tout ça ba exposé pour présenter ba microbe moko et ko ya brisque boy pubimio. Il faut ba antibiotique à makasi ba antibiotique exact. Tout ça on a ba moyen tisco yo et comme les sous sont ba kisi ko lia wapi. C'est que chaque année on doit faire ebele. Peto ya VIH ba no mataka. Si certaines femmes découvrent leur statut lors de la CPN, Julie est au courant de sa situation depuis ses 14 ans. Elle prend correctement ses antirétroviraux et est mère de 2 enfants séronégatifs. Julie a aujourd'hui 30 ans et vit une relation amoureuse épanouie. Moi, j'ai 8 ans, j'ai 5 ans. C'est bien, c'est normal. Donc, quand je suis je continue à kiss. Bon, ils ont miracle, ils ont caca, donc ils respecter les normes de mon ceux qui n'ont zémi, ils peuvent kiss, ils peuvent kiss herbe, respecter quand même la kiss normal. Na CPN pe na CPN na normal era obota pe na okepe ko bota normal ni batasa bota kana sinele ka munga ngwa ibika ibika na ngena za boye pona ke ko batela mwana wana mobali na ngapa mila kiste utandima ngota ba ona mona ngeza lokuta andima ngota pa asa test kuma mida ko mobenga na asa sa ba test so ba iba sa test ezata bia andima malade de lokuta donc andima na ngote. Selon le baromètre analytique du VIH en RDC, la proportion des femmes vivant avec le VIH testées séropositives et ayant reçu les antirétroviraux pour prévenir la transmission mère et enfant du VIH a stagné légèrement en dessous de 40% ces 4 dernières années. Il faut des efforts additionnels pour assurer un accès universel des femmes enceintes à la CPN, indispensable pour donner à la RDC la chance de réaliser l'objectif d'une génération sans sida d'ici 2030. Une génération sans sida passera inéluctablement par l'élimination de la transmission mère et enfant. Nous recevons sur ce plateau pour en parler le docteur Faustin Kitetele. Il est médecin à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe et expert en VIH pédiatrique. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Avec nous également, nous avons monsieur Adamou Dambaji, qui est conseiller en information stratégique à l'ONU-SIDA. Bienvenue également. Merci Madame Patricia. Monsieur Dambaji, j'aimerais justement commencer par vous. Vous avez un titre un peu spécifique. On dit conseiller en information stratégique. Qu'est-ce que vous faites exactement à l'ONU-SIDA ? Merci pour cette question. À l'ONU-SIDA, comme vous dites, je suis responsable et conseiller en information stratégique. Ça signifie que tout ce qui tourne autour des données, je suis en charge non pas de les produire, mais plutôt d'aider la partie nationale à travailler sur les données du VIH-Sida, notamment tout ce qui est estimation du VIH. Comment est-ce qu'on peut savoir le nombre de personnes qui vivent avec le VIH dans le pays? Quelles sont les nouvelles infections? Quels sont les décès? On n'a pas d'enquête dans ce sens, donc c'est à travers les estimations qu'on fait avec la partie nationale qu'on arrive à déterminer ça. Mais on doit quand même dire que c'est votre spécialité. C'est exactement Quelle ça. est la situation en République démocratique du Congo en ce qui concerne le VIH-Sida? Le VIH-Sida, comme vous le savez, la RDC fait partie de ce qu'on appelle les Big Four. Les Big Four, c'est 4 pays, la RDC, le Nigeria, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ces 4 pays, à eux seuls, regroupent plus de 2 tiers des personnes qui vivent avec le VIH. C'est pour cela qu'il est important de s'intéresser à ces 4 pays dans la RDC. Pour la RDC, de manière spécifique, on a environ 510 000 personnes qui vivent avec le VIH-Sida en 2020. C'est une estimation de l'ONU-SIDA sur la base de données qui sont à notre disposition. Donc sur ces 510 000 personnes, on a 310 000 femmes. Ça veut dire que sur 3 personnes vivant avec le VIH en RDC, 2 sont des femmes. Donc vous comprenez la féminisation de cette maladie, pandémie au niveau de la RDC. Mais aussi, on a 71 000 enfants qui vivent avec le VIH. Cet aspect-là des femmes et des enfants nous intéresse. Nous allons justement, au cours de cette émission, parler de la prévention, la transmission du VIH chez la mère à l'enfant. Mais moi, j'aimerais quand même rester sur ces chiffres qui doivent quand même nous interpeller tous. L'ONU-SIDA espère mettre fin au sida d'ici 2030. 2030, c'est quand même dans une dizaine d'années, je dirais même moins de 10 ans. Est-ce que vous pensez que c'est possible avec ces chiffres que vous venez de présenter? L'espoir est permis. En 2015,
on espérait mettre, en 2015, oui, on espérait mettre 15 millions de personnes sous traitement. Tout le monde pensait que c'était un rêve, c'était une chimère. Avant la fin, 2 mois avant, on avait dépassé les 15 millions de personnes sous traitement. Donc pour moi, mettre fin au VIH-Sida comme problème de santé de façon générale, pas mettre fin complètement au VIH. Il y aura des personnes qui vivent avec le VIH. On espère qu'ils vivront très longtemps aussi. Donc on veut que ça devienne un phénomène de santé naturelle comme toute autre maladie. Donc on espère et on a l'espoir que d'ici 2030, on pourra mettre fin au VIH. Et surtout que maintenant, actuellement, je dirais, le VIH est comme une maladie chronique. Exact. C'est un peu comme le paludisme, un peu comme toute autre maladie. Tout à fait. On est malade, on prend des médicaments et exactement. On a une expérience de vie, je dirais, normale. Tout à fait. Je me permets de faire un parallèle juste avec une intervention que j'ai eue à Radio Okapi le 1er décembre. Et il m'a été posé cette question-là par rapport au VIH. Pourquoi on n'en parle pas tant comme avant? J'ai dit, l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte qu'on oublie même qu'elle devienne, comme l'exemple que vous venez de dire, comme le paludisme, que ça devienne un problème de santé publique. Donc faire en sorte que quand vous rencontrez quelqu'un qui a le VIH-Sida, je leur ai dit, moi je suis diabétique, mais peut-être si vous avez quelqu'un qui est séropositif aujourd'hui, il est peut-être mieux portant que moi. Donc c'est ça que l'on vise, c'est ça qu'on espère. Et comme vous le savez, avec le testé et traité, dès qu'on vous teste positif, on vous met immédiatement sous traitement. Ce qui n'était pas le cas il y a longtemps de cela. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je pense que le docteur Faustin Kitete peut nous dire un peu plus sur cette petite historique, mais pas vraiment en rentrant dans la genèse de l'histoire. Ça fait quand même 40 ans que l'on lutte contre le VIH-Sida dans le monde et c'est vrai que le pays a enregistré beaucoup de progrès. Plusieurs pays également dans le monde sont avancés aujourd'hui dans la lutte contre le VIH-Sida. Docteur Kitete, 40 ans après, quel est votre bilan? Oui, 40 ans après, on peut dire qu'il y a eu des avancées, c'est vrai. Mais si vous avez bien suivi M. Adamo, il a dit qu'on a des problèmes avec 4 pays, dont la RDC. Dans la RDC. Donc nous devons fournir des efforts pour essayer de rejoindre les autres pays. Et si vous essayez de voir les 4 pays en question dont il a cité, il y a la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Il y a un pays anglophone et 3 pays francophones. Donc, d'une manière générale, les francophones sont un peu en retard par rapport aux pays anglophones. C'est comme si on marchait à 2 vitesses. Donc, on doit fournir des efforts, pas seulement des efforts individuels au niveau des prestataires, au niveau des hôpitaux, mais également au niveau des dirigeants. Et nos dirigeants avaient pris des engagements dans le temps et ils doivent quand même honorer ces engagements-là pour que la lutte aille de l'avant. Pour que la lutte aille de l'avant, docteur Faustin Kitete, j'aimerais qu'on reste dans le cadre de la PTME, prévention de la transmission mère et enfant, 4 initiales PTME qui sont très importants pour justement éliminer le VIH-Sida. Je ne parlerai pas de l'éradication, mais mettre fin au VIH-Sida à d'ici 2030. Mais tout commence par le dépistage. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont convaincues qu'elles peuvent ou qu'elles doivent se faire dépister pour ne pas transmettre les virus à leurs enfants? Je n'aime pas tellement parler des femmes enceintes, mais j'aime beaucoup plus parler des femmes ou des filles en âge de procréer d'une manière générale. Si nous voulons lutter efficacement contre le VIH et éliminer le VIH pédiatrique qui est en retard dans notre pays. Donc tout commence par le jeune en âge de procréer. Si les jeunes sont conscients, que ce soit garçons ou filles, que le VIH existe et qu'ils doivent connaître leur statut sérologique. Et en connaissant leur statut sérologique, ils doivent se comporter d'une certaine manière par rapport aux résultats du test. Je pense que nous pourrions aller un peu plus loin. Maintenant, en parlant de femmes en âge ou de femmes enceintes, toute femme enceinte, si elle est consciente qu'elle aime son enfant qui naîtra, et si elle est consciente que pour protéger son enfant, elle doit nécessairement connaître son statut sérologique. Je pense qu'on fera également des exploits. Nous pourrons peut-être rejoindre en ces moments-là d'autres pays qui sont en avance par rapport à nous. Comme vous le savez, certains pays africains, pour ne pas le citer, ont déjà
résoudre les problèmes de la PTME. Et la RDC, pourquoi ne pourrions-nous pas rêver que d'ici 2, 3, 4, 5 ans ou un peu plus, qu'on arriverait également à régler ces problèmes de la PTME. Tout est possible. Vous parlez des adolescents en mettant un accent particulier sur les adolescentes, les femmes, parce que ce sont les femmes qui donnent la vie, ce sont les femmes qui assurent la progéniture en mettant au monde. Est-ce que vous pensez que ces jeunes aujourd'hui sont suffisamment informés sur ce qui concerne le dépistage, sur ce qui concerne la PTME? C'est ce qui fait mal, justement. Nous croyons peut-être qu'ils sont suffisamment informés et nous avons tendance peut-être à baisser les bras, on ne sensibilise plus assez. Les sujets restent tabous dans certaines familles, on n'en parle pas beaucoup. Dans des églises et même dans les écoles. Il y a un phénomène, je ne voudrais pas le citer, qui s'est passé dernièrement, même dans les réseaux sociaux, et tout le monde avait vu. Et cela montre que nous avons quand même une faiblesse. Je ne dis pas que nous avons échoué, mais ça doit faire réfléchir. Où en sommes-nous dans la lutte? Est-ce que nous sommes suffisamment avancés? Ce jeune qui s'est livré à des ébats sans mesure de protection, pourrions-nous dire que la lutte est assez avancée en RDC? Je crois que M. Adamo a dit, les 4 pays qui portent le lourd fardeau, la RDC fait partie. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dernièrement dans les réseaux sociaux, je pense que nous devons changer de fusil d'épaule et revoir nos stratégies. Docteur Faustin Kitetele, vous évoquez cette problématique de la jeunesse et vous dites qu'il faudrait changer de fusil d'épaule. Est-ce que vous le dites à vous-même ou bien à la communauté en général? Qu'est-ce que vous faites exactement pour sensibiliser ces jeunes à connaître leur statut et avoir un comportement responsable? Merci pour la question. Nous travaillons avec le jeune, pas seulement pour moi, mais d'une manière générale, nous travaillons avec le jeune. Et pas seulement les jeunes infectés par le VIH, même les jeunes non infectés par le VIH. Et quand je parle de changer de fusil d'épaule, là c'est la stratégie nationale. Il y a l'initiative All In, où nous allons dans des écoles sensibiliser les adolescents et les former comme pères éducateurs. Là, ce n'est plus, en ce moment-là, ce n'est plus nous qui sensibilisons les jeunes, mais leurs pères les sensibilisent, les conscientisent pour un réel changement des comportements. Mais malheureusement, l'initiative All In ne se retrouve pas dans toutes les zones de santé. Il y a encore des zones de santé et des provinces où on n'a pas cette initiative. Nous pensons qu'avec un peu plus de moyens, avec l'effort de tous, si nous nous engageons tous dans All In, avec tous les partenaires, avec l'État bien sûr, avec le gouvernement, nous pourrions arriver à sensibiliser le plus de jeunes possible et changer les comportements de nos jeunes. Les jeunes ont besoin de modèles. Est-ce que on a vraiment de vrais modèles à suivre du point de vue comportement sexuel et autres dans notre pays? Si ça existe, prenons ces modèles comme leaders pour sensibiliser les jeunes. Professeur Kitetele, docteur Kitetele, je préfère qu'on garde le titre de docteur sur ce plateau de check-up. Dites-nous un peu, est-ce que les femmes en général sont informées et savent qu'aujourd'hui, même si elles sont séropositives, elles peuvent donner naissance à un enfant séronégatif? Est-ce que les femmes sont au courant de cela? Parce qu'on a quand même remarqué qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui connaissent leur statut et se cachent et qui ne veulent pas en parler. Il y a de ces femmes aujourd'hui, lorsqu'elles veulent accoucher, ne préfèrent pas aller dans les hôpitaux publics, préfèrent aller dans le privé parce qu'ils savent que dans le privé, on va peut-être pas faire certains examens et donc leur statut sérologique va être caché et personne n'en sera informé. Et puis après, des problèmes vont se venir. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes savent qu'elles, même si elles sont séropositives, elles peuvent donner naissance à un enfant séronégatif? Les femmes le savent, peut-être certaines ne le savent pas, mais je pense qu'elles doivent être minoritaires. Mais la majorité des femmes ou des filles sont au courant que lorsqu'on est infecté, on peut avoir un enfant non infecté. Aujourd'hui, avec les médicaments que nous donnons, avec le test and treat, comme M. Adamo venait de le dire, ça réduit sensiblement la charge virale et on peut avoir un enfant non infecté. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de savoir. Le grand problème, pourquoi
pourquoi ces femmes ou ces jeunes filles préfèrent vivre dans la clandestinité. C'est ça le grand problème. À cause de la discrimination, le rejet de la société. Pourquoi il y a la discrimination? Ce sont les représentations communautaires négatives qui sont à la base de cette discrimination-là et qui font que les femmes préfèrent vivre dans la clandestinité. Donc nous devons faire un effort, nous devons arriver à expliquer à la population ce qu'est le VIH. Parce que les gens ont une définition, une vision erronée, une façon erronée de considérer, de voir le VIH. Donc nous devons arriver à expliquer. Si le VIH a une connotation négative, c'est tout simplement partie de la genèse même du VIH. Là, nous devons remonter dans 40 ans. Et on avait présenté le VIH d'une manière négative et on n'a pas déconstruit ce qu'on avait construit dans le temps et c'est resté comme tel. Et les gens ont peur du VIH. Mais est-ce que vous ne pensez pas, je veux revenir à M. Adamo, qui est de l'ONU-SIDA, vous ne pensez pas que c'est aussi votre rôle, toute une organisation des Nations Unies pour justement lutter contre le VIH-SIDA, pour accompagner les organisations nationales justement dans ce combat de la lutte contre le VIH-SIDA? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi votre rôle de déconstruire cette image négative qui a été faite, ou je dirais construite au début, à la genèse même de cette pandémie? Merci Patricia, et je pense, merci docteur, vous avez déjà effleuré la question. Un des aspects les plus importants et qui est un frein aussi à cette réponse nationale, ce sont les us et coutumes, ce sont les tabous, ce sont des pratiques ancestrales. Et comme vous le savez comme moi, c'est culturel, parfois c'est beaucoup plus difficile à lever que quand il s'agit peut-être d'une maladie pour la soigner. Donc ça c'est quelque chose, on doit s'attaquer à ça très rapidement et on doit tout faire pour que on continue le combat dans ce sens-là pour lever ces barrières et permettre à tout le monde d'accéder au traitement. Pour revenir à votre question, en tant que Nations Unies, donc l'initiative All-In dont parlait Dr Faustin tout à l'heure, en fait provient de l'UNICEF et de l'ONU-SIDA à l'origine. Donc c'est clair que là, je pense que c'est 8 provinces seulement sur 26 qui en bénéficient, je ne sais pas, le docteur peut me corriger, qui en bénéficient sur l'ensemble de la RDC, qui est un semi-continent. Et avec chacune des provinces qui représentent des pays, on dit il y a des provinces qui représentent 2 fois la Belgique. Donc vous voyez bien que le problème est encore tout autre comparé à d'autres pays. Mais même ailleurs, il y a ce problème. Je vais juste faire aussi allusion par rapport aux femmes, pourquoi certaines se cachent. Il y a certaines contrées, pas forcément en RDC, où dès qu'un homme sait que la femme est séropositive, il la répudie. Il y a beaucoup de bonnes pratiques que moi j'ai découvert même ici en RDC et je pense qu'ils méritent d'être portés à l'échelle. Je m'en vais pour exemple, mais le docteur pourra me compléter, c'est sa spécialité, c'est les mères mentors. Elles vivent dans la communauté parce qu'on ne peut pas arriver sans que la communauté soit suffisamment impliquée. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de déperditions. Quand vous prenez la première CPN, beaucoup de femmes sont là, elles sont testées. Après, elles disparaissent dans la nature. En 2020, il y a eu 30% de déperdition de femmes qu'on n'arrive pas à suivre. Ça veut dire qu'on ne suit pas aussi leurs enfants. Donc, ce qui fait que de ce côté, il y a un travail important de mettre en place un système. À partir du moment où la femme vient à la première CPN, qu'elle est testée positive, il va falloir faire en sorte qu'elle reste dans le continuum de soins. Et à ce niveau, il faudrait impliquer les communautaires. Ça, c'est un aspect assez important pour qu'ils puissent le faire. Il faudrait impliquer les maris. Et c'est là où la CPN Papa, qui est aussi un exemple qu'on a même documenté au niveau de l'ONU-SIDA fait. L'ONU-SIDA fait des plaidoyers assez importants en lien avec cela. Parce qu'on sait que, et comme vous le savez, la nouvelle stratégie de l'ONU-SIDA, bon, je sais qu'on en parlera peut-être après, c'est mettre fin aux inégalités pour espérer mettre fin au VIH-SIDA. Parce que sans lever les inégalités, et tout ce que j'ai dit qui est tabou et autres, ce sont aussi des inégalités vis-à-vis des femmes, vis-à-vis surtout des enfants qui ne savent même pas, eux n'ont pas demandé à venir au monde, on les a fait naître. Donc c'est une inégalité vis-à-vis de ces gens. Donc il faut qu'on mette fin à ces inégalités et tous nos chefs d'État se sont engagés pour mettre fin à ces inégalités. On espère, avec tout ce qui est qui sera mis en branle pour mettre en œuvre cette stratégie, qu'on peut arriver à lever le maximum de barrières qui freinent cet aspect et permettent à toutes les femmes de vivre leur séropositivité, comme on dit, de manière positive. Monsieur Adamo, mettre fin aux inégalités, s'engager sur la bonne voie pour espérer mettre fin
au VIH-Sida. Moi, j'ajoute espérer mettre fin au VIH-Sida à d'ici 2030. Lorsque vous dites mettre fin aux inégalités, qu'est-ce que vous attendez concrètement, je dirais, au gouvernement, je dirais aux autorités, par exemple, de la RDC par rapport à la situation de notre pays? D'accord. Donc, je voulais juste rappeler que la RDC, à un niveau très élevé, vous le savez autant que moi, avec le chef de l'État, a joué un rôle pour double casquette. Un premier cas, en tant que président de la RDC, il s'est engagé par rapport à la nouvelle stratégie. Deuxièmement, c'est lui qui a porté la position commune de l'Union africaine, de l'ensemble des pays, et qui l'a lu au niveau de la tribune des Nations Unies. Donc ça devient une double responsabilité pour la RDC, au-delà du pays, d'aller aussi pour les autres pays qui sont... Nous espérons que cela va se traduire également dans les actes et ça va nous aider d'ici 2025, avant d'arriver à 2030, de faire une évaluation. Voilà, tout à fait, on le fera. Donc pour revenir à votre question sur comment on compte les inégalités, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est toutes ces différences qu'on a vues. Et je vais vous donner des chiffres parce que je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure. On a 75% de personnes sur les 510 000 dont j'ai parlé qui connaissent leur statut. Donc 14% sont sous ARV. Donc si vous prenez 75% qui connaissent leur statut, 14% qui sont sous ARV, on est à 98%. C'est là où on a parlé du testé et traité. Donc il y a 98% de ceux qui connaissent leur statut qui sont déjà sous traitement. Donc de ce côté, il n'y a pas de problème. Il nous reste, comme on dit, le dernier mail, les 25%. Il faut les retrouver. C'est peut-être parmi les perdus de vue qui se connaissent déjà positifs mais qui se cachent. Mais il faut les retrouver pour les remettre dans les soins. Ça c'est un des aspects. Deuxièmement, on s'est retrouvé avec... Mais quand on désagrège les 114% qui sont sous traitement, on se retrouve pour les hommes qui représentent seulement 129 000 à peu près, ils sont à peu près à 97% qui sont sous traitement. Les femmes sont à 114%, alors qu'elles sont les plus nombreuses. J'ai dit 2 personnes vivant avec le VIH sur 3 sont des femmes. Les enfants, malheureusement, et ça c'est la spécialité de Dr Faustin, sont à 31% en fin 2020. 31% seulement des enfants qui sont séropositifs sont sous traitement. Donc l'une des inégalités, c'est celle-là. Donc comment on compte lutter, c'est avec la nouvelle stratégie. Un des premiers axes, peut-être je parle beaucoup, ça va. Un des premiers axes, c'est faire en sorte qu'il y ait un accès équitable de tous aux différents services VIH. Le deuxième aspect, c'est vraiment la riposte communautaire. Faire en sorte que les communautaires soient impliqués à travers donc, le respect des droits humains, l'égalité du genre, et faire en sorte que, dernière position, donc l'axe stratégique, c'est faire en sorte que la riposte soit financée. Parce que sans argent, on ne peut pas aller loin. Donc il faudrait que l'on puisse mobiliser davantage de ressources. Ça devient difficile pour les ressources externes. Je rappelle que pour le cas de la RDC, on dépend à 84-85% de l'aide extérieure pour la lutte contre le VIH. On dépend de l'aide extérieure pour la lutte contre le VIH. Monsieur Amadou, vous n'allez peut-être pas me contredire, ni le docteur Faustin Kitete. On peut parler d'une kyrielle des bailleurs. On a le PEPFAR, on a l'ONU-SIDA, on a plusieurs organisations. On a Bill et Melinda Gates, on a Elisabeth Glaser. On a tellement des partenaires autour du VIH-Sida. Donc on va dire que ce n'est pas un problème de moyens. L'argent est disponible, mais est-ce que la gestion de ces fonds sont, je dirais, équitables en République démocratique du Congo? D'accord. Donc pour cette question, je ne pourrais pas répondre directement parce que je ne suis pas spécialiste en matière d'audit, je suis spécialiste en information stratégique. Mais ce que je sais, le pays a fait plusieurs exercices de ce qu'on appelle le REDES. C'est tout ce qui est ressources et dépenses en matière de sida. Ça s'appelle NASA en anglais. Ça nous permet, avec le recul, de voir l'argent qu'on a reçu, comme vous venez de dire, des différents bailleurs, et qui est important, comme j'ai dit, et comment est-ce qu'il est utilisé? Vous me suivez? Donc, comment est-ce qu'il est utilisé? Dans ces conditions, on se rend compte qu'il n'y a pas une optimisation de l'allocation des ressources. Ça, pour ça, je peux le dire parce qu'il y a des études qui sont liées à mon domaine de travail que je peux avancer. Mais pour ce qui est de est-ce que c'est bien utilisé, je suis désolé. Peut-être, je ne sais pas si le Dr Faustin a une réponse peut-être directe. Mais ce qui est sûr, il faut optimiser le peu de ressources qu'on a. Vous avez vu, la Covid est passée par là, on a diminué encore. Mais le peu qu'on a, il faudrait qu'on puisse optimiser ça pour une meilleure allocation des ressources et un meilleur résultat. Docteur Kitete, si j'ai bonne mémoire, sur 1700 ou 1600 maternités que dispose la République démocratique du Congo, seuls 5000 sites
pratiquent la PTME, docteur, et là c'est dans les grandes villes, je dirais, est-ce que vous pensez que c'est possible d'arriver à l'élimination de la transmission mère et enfant? Je voulais rectifier, c'est environ, on est dans les 17 000 17 000 maternités. À peu près 5 000 pratiquent la PTME. Tout est possible. C'est question de volonté, je pense. S'il y a l'engagement, il y a la volonté, il y a le moyen, nous pourrions y arriver. Ce n'est pas par hasard que certains pays ont pu implémenter la PTME à 100% et arriver pratiquement à éradiquer l'infection à VIH chez les enfants. Est-ce que vous trouvez normal qu'en plein 21e siècle, 40 ans après, qu'une femme séropositive puisse encore donner naissance à un enfant infecté? Je ne pourrais pas dire que c'est impossible ou possible. Mais est-ce si normal? je trouve ça normal ou anormal, tout est question de moyens. En Europe, par exemple, l'Occident a été en avance. C'était normal. Moi, quand j'allais faire mes formations en Europe, il y a 15 ans, les taux de transmission étaient déjà inférieurs à 2%. Ils ont le moyen. Et nous, on était au-delà des 30%. Mais si on regarde aujourd'hui, nous sommes autour de 5%. Donc, il y a quand même des efforts qui ont été fournis. Nous devons les reconnaître. Mais j'aimerais justement qu'on parle, avant de finir cette émission, qu'on parle justement de la prise en charge des femmes séropositives. Comment ça se passe? Quand est-ce qu'une femme peut-elle contaminer son enfant? Est-ce que c'est pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant l'allaitement? Comment ça se passe exactement, docteur? Bon, une femme infectée peut transmettre le virus à son enfant pendant la grossesse, vers la fin de la grossesse le plus souvent, mais le pourcentage est faible. Mais la transmission s'est fait beaucoup plus lors de l'accouchement. Puisque lors de l'accouchement, la traversée de l'enfant à travers les tractus génitales de la femme n'a pas toujours été aisée. L'enfant peut contracter de petites blessures, invisibles à l'œil nu, mais les blessures sont présentes. Et ces blessures-là, en contact avec les sécrétions vaginales de la femme ou le sang de la femme ou de sa mère, si tu veux, si le sang ou les sécrétions contiennent de virus, c'est en ces moments-là que que l'enfant pourra être infecté, puisque le virus ne demande pas autre chose qu'une porte d'entrée, même invisible à l'œil nu. Et puis, après, par lait maternel, en allaitant l'enfant, si la femme est infectée et s'il ne prend pas les ARV, si sa charge virale n'est pas supprimée, il y a aussi possibilité que la femme puisse infecter l'enfant par le lait, à travers le lait maternel. Mais le plus souvent, l'infection a lieu lors de l'accouchement, donc dans la période autour de l'accouchement. Docteur Faustin Kitetele, c'est très important ce que vous venez de dire, mais j'aimerais quand même un peu plus des précisions. L'infection, l'enfant est contaminé pendant l'accouchement, mais une femme celle qui connaît son statut, ou que ce soit celle qui ne connaît pas son statut, entame une grossesse en ayant une charge virale élevée. Est-ce qu'il y a-t-il des chances qu'elle ait un enfant qui ne sera pas atteint? Oui, la probabilité, si la femme n'est pas soignée, la probabilité que la femme donne naissance à un enfant infecté, en moyenne, est de 30%. Donc, en d'autres termes, je peux dire un enfant sur 3 pourrait être infecté. Là, sans intervention, donc sans traitement. Mais lorsqu'il y a le traitement, lorsque la femme est sous traitement... Pendant la grossesse, la femme commence déjà son traitement, la probabilité d'avoir un enfant infecté devient minime, donc je pourrais même dire inférieure à 5%. Dans notre pays, nous sommes encore autour de 5 à 6%, mais dans d'autres pays, c'est quasiment nul. Aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup de femmes connaissent leur statut lorsqu'elles partent à la CPN, lors des consultations prénatales. C'est là qu'elles sont informées de leur statut. Est-ce qu'on va dire que le suivi se fait correctement, la prise en charge suit immédiatement en République démocratique du Congo? Oui, la prise en charge suit immédiatement.
La preuve est là. On était autour des 30 ou au-delà de transmission, mais aujourd'hui, nous sommes autour de 5%. Donc, cela veut dire que les femmes sont correctement suivies. Mais comme je disais, il y a encore des efforts qui doivent être fournis. Parce que certaines femmes arrivent à la maternité en retard. Donc, quand tu commences les traitements où on découvre le VIH jusque lors de l'accouchement, ce n'est pas la même chose avec une femme qui a commencé les traitements bien avant. Il y a même des femmes qui disparaissent, comme le disait M. Adamant. Donc, c'est ce qui pose encore un problème. Comme on avait dit, nous devons lutter contre la discrimination qui peut faire que les femmes ne se présentent plus dans les maternités et disparaissent comme ça pour aller accoucher dans la clandestinité. Aujourd'hui, avec les avancées scientifiques, Dr Faustin Kitete, est-ce que vous pouvez rassurer aux femmes, vous en tant que médecin, qu'ils ont une espérance de vie normale, mais aussi leurs enfants? Oui, en prenant correctement les traitements, l'espérance de vie d'une personne infectée par le VIH n'est pas différente d'une personne non infectée, à condition que la personne infectée prenne correctement son traitement. Les enfants, hier, il n'y avait pas de traitement pour les enfants au début du VIH. Ce n'est qu'avec le temps qu'on a pu avoir les traitements pédiatriques. Mais avec le traitement pédiatrique, les enfants ont la même chance de survie que les autres. Il n'y a pas de différence. Les gens confondent. Un enfant infecté par le VIH qui prend correctement son traitement a la même espérance de vie que les autres enfants qui ne sont pas infectés. Mais cela ne veut pas dire que cet enfant ne doit pas mourir s'il fait une malaria qui n'est pas soignée. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion. Quand une personne infectée par le VIH meurt de la malaria ou autre maladie, on voit directement le VIH. Pourtant, il y a des maladies liées au VIH. Ça peut ou ne pas être lié au VIH. Ça peut ou ne pas être lié au VIH. Une personne non infectée par le VIH meurt. Et pourquoi pas une personne infectée par le VIH? Les ARV, ce n'est pas parce qu'on prend les ARV qu'on ne doit pas mourir. Donc, on doit se protéger comme tout le monde. La charge virale, un élément très important pour ne pas contaminer, que ce soit son partenaire, que ce soit son enfant. Là, je parle de la femme, parce que nous sommes dans le cadre de la PTME. Docteur Kitetele, est-ce que lorsque votre charge virale est indétectable ou supprimée, on va parler de la guérison? Non, là aussi, c'est une confusion. Comme je suivais une fois à la télévision, on a montré les bons d'examen d'une dame qui avait une charge virale indétectable. On a dit qu'elle était guérie. Non. Quand on est infecté par le VIH, c'est comme si on était infecté par le virus de l'hépatite B. On ne guérit pas. On est porteuse du virus du VIH. La charge virale devient indétectable lorsque la personne prend correctement son traitement. C'est-à-dire, lorsqu'on fait les dosages, la machine, parlons en termes simples pour que les gens comprennent, la machine qui est censée doser la quantité de virus dans le sang n'arrive pas à détecter, à trouver les virus d'une manière simple. Donc, en ce moment-là, on dit que la charge virale est indétectable. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de virus. Cela veut dire tout simplement que les virus existent, mais dans une quantité tellement infime que la machine n'arrive pas à les détecter. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Et c'est bon pour la personne qui est concernée parce qu'en ce moment-là, les risques de transmettre les virus aux autres personnes devient également minimisé. Même si c'est une femme, si elle est enceinte, les risques de transmettre le VIH à son enfant devient également minimisé. Je veux revenir à M. Adamant. Avant de finir cette émission, vous êtes conseiller stratégique au sein de l'ONU-SIDA. Quelles sont les stratégies mises en place par votre organisation pour accompagner la RDC dans ce long chemin, je dirais, le chemin encore long à parcourir, pour qu'à d'ici 2030, nous puissions atteindre ces objectifs? Oui. Non, mais une très bonne question, parce que je vais donner quand même les chiffres, là où on était en fin 2020, décembre, puisque c'était le rendez-vous
pour les 90, 90, 90, mais on m'a dit de dire 90, 90, 90. Donc on était à, comme je l'ai dit tout à l'heure, 115% qui connaissent leur statut. Ce sont 14 qui sont sous ARV, mais notre talon d'Achille, c'est la charge virale où on est à 22%. Peut-être on reviendra là-dessus après. Donc, à ce niveau-là, on peut dire qu'on n'a pas atteint les 90, mais on venait de loin, comme Dr Faustin l'a dit tout à l'heure. On était parti, même quand on prend le taux de transmission mère-enfant, de plus de 30% à 5%. Donc, on était très bas en termes de couverture. Et là, on se rapprochait des 90, donc c'est encourageant. Maintenant, bien sûr, l'objectif nouveau, qui a été adopté en juin 2021, c'est les 95. Mais ce que je peux dire est déjà avec le PEPFAR, depuis le dernier COP, déjà l'un des objectifs qui a été fixé dans les provinces où se trouvent les PEPFAR, c'était déjà 95. Donc pour l'ONU-SIDA, l'accompagnement, bien sûr, c'est faire en sorte que cette nouvelle stratégie qui vise à mettre fin aux inégalités soit une réalité en RDC, en levant toutes les barrières qui empêchent aux personnes d'y accéder. Et cette barrière-là concerne aussi bien l'accès équitable aux ressources financières. Comme on l'a dit, il faut que toutes les provinces puissent y accéder, etc. Je voulais juste mentionner quelque chose en lien avec les TME, parce qu'on vient d'adapter le 24 novembre, et ça doit être à l'hôpital de Kalembe-Lembe, le 24 novembre donc 2021, et le plan d'accélération de l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Donc ça, c'est aussi un aspect important. ONU-SIDA a apporté un appui et pour que ça puisse être fait, mais bien sûr à travers le PNLS et tous les acteurs de la lutte contre le VIH-SIDA. Je veux finir avec vous, Dr Faustin Kitetele. Est-ce qu'on peut faire des projections? Aucun bébé séropositif en République démocratique du Congo. Quand est-ce qu'on peut se dire que cela pourrait être possible? Cela est possible, mais vous devez savoir une chose. Aucun bébé infecté par le VIH, même en Europe, cela n'est pas possible. On trouvera toujours des enfants qui vont échapper. Donc, dire que vaincre le VIH comme problème de santé publique, cela est possible. Mais éliminer complètement, éradiquer, cela n'est pas possible, même dans les pays développés. Merci beaucoup, docteur Faustin Kitetele, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert VIH pédiatrique et médecin à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, monsieur Adamou Dambaji. Vous êtes conseiller en information stratégique à l'ONU-SIDA. Merci d'avoir partagé les stratégies de l'ONU-SIDA pour mettre fin aux inégalités et ainsi arriver à la lutte efficace ou à mettre fin efficacement au VIH-SIDA à d'ici 2030. Merci d'être venu sur ce plateau de Check-up. Le plaisir est pour nous. Merci. Et vous contribuez aussi à la lutte contre le VIH. Tout ce qui est média. Merci. Merci à vous. Merci. Bien qu'elle soit considérée comme une maladie chronique, le VIH-SIDA tue encore. En 2020, le VIH a tué 17 000 personnes en République démocratique du Congo. Le dépistage est donc très important pour connaître son statut sérologique et être correctement pris en charge à temps. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce check-up. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision et bonne fête à vous.